Bonjour Benoît, aujourd'hui on se rencontre avec Malgré les grèves. Bonjour, ouais. Et puis le temps parisien, on a mis du temps un peu à poser ce rendez-vous-là. Maintenant je suis très heureuse de pouvoir te rencontrer. Je t'ai rencontré à Charenton. Oui. Moi j'ai beaucoup aimé la qualité de tes pierres. C'est ce qui m'a tout de suite emmené vers toi. Et puis après, toi tu as fait le reste, on s'est parlé. C'est ça. Voilà, et on ne s'est plus quitté dans notre discussion. Je vais te laisser te présenter. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc en fait, moi je suis Benoît Charbonneau, gémologue actuellement, et je travaille en gémologie, donc enfin en joaillerie et gémologie, puisque je suis joaillier de métier. Je suis dans cette partie depuis 20 ans maintenant. Donc j'ai passé 6 ans d'études en joaillerie, donc c'est là la différence avec la gémologie qui est plutôt une formation plus courte. Donc si on compare avec des collègues qui sont aujourd'hui soit négociants ou gémologues, moi ma vraie différence c'est qu'en fait je ne sais faire que de la joaillerie. Et c'est peut-être pour ça que ce qui toi t'amène vers moi, ou en tout cas si tu trouves que les pierres que je possède elles sont mieux taillées, c'est aussi parce que c'est ce que j'attends moi en tant que joaillier, si j'étais joaillier. Donc je me mets à la place en fait des clients que j'ai, ce qui est peut-être plus difficile pour des personnes qui font le même métier que moi, qui faisaient peut-être de la chaussure, du pain ou je ne sais pas quoi avant. Il y a beaucoup de gens qui font de la reconversion aujourd'hui, qui sont gémologues ou négociants, et dont ce n'était pas le métier premier en fait. Parce que c'est ça qui est intéressant chez toi, c'est que ton œil, tout de suite on sent qu'il a quelque chose, tu vois dans les pierres autre chose. Les tailles, les couleurs, Ouais. les éclats de tes pierres sont différentes quand on voit sur ton stand, et Dieu sait qu'il y en avait d'autres. Oui. Donc, Oui, ce parce qui fait que un peu ta spécificité, c'est cette patte-là, c'est d'être sorti de la joaillerie, d'avoir vu Oui. comment on mettait les pierres. Alors, il y a une chose en fait que les personnes ne savent pas vraiment. Enfin, quand une pierre est montée, enfin non montée, alors 90% des pierres qu'on achète en général, qui sont à la vente déjà taillées, présentent des fenêtres. Et moi, j'achète toujours des pierres sans fenêtres. Ou s'il y a des fenêtres, je les fais retailler. Elle est là la différence. C'est ça. Elle est là, pas seulement. Ensuite, j'utilise un bon tailleur au Sri Lanka qui est connu, qui est connu en fait aujourd'hui au Sri Lanka et à l'international. Ça fait 5 fois qu'il est élu meilleur tailleur du Sri Lanka. Donc c'est grâce à lui, moi, que je possède aussi ce type de pierre. Parce qu'il me permet d'avoir justement un très beau polish. Une pierre, si elle est mal taillée, même si la matière est bonne, c'est pas du tout. Ce sera une qualité commerciale, mais pas une qualité pour les clients que je représente. Moi, je travaille beaucoup pour la place Vendôme, pas que, mais beaucoup. Et les joailliers, de manière générale, ils sont plutôt très exigeants en France. Ils ont l'œil. Oui, oui. Alors moi, à force d'avoir des pierres un peu dans l'excellence, oui. Dans la qualité, Oui. Tu repères vite le truc qui est un peu sombre, qui est un peu, Oui. qui est un peu pâle, bizarre. Il y a quelque chose dans ton œil. Ton œil est ton meilleur instrument. Ah, le meilleur instrument, alors c'est très bien dit, c'est exactement ça. Comme je le disais, 6 ans d'études en joaillerie, la gémologie c'est 6 mois. Donc en fait, aujourd'hui, moi je suis connu en gémologie, mais c'est un peu injustifié parce que la joaillerie est une part beaucoup plus importante c'est mon métier de base en fait. La gémologie, ça implique beaucoup de pratique. Donc les 6 mois d'études, là, même si je sors de l'une des meilleures ou la meilleure école au monde, le GIA, les études ne font pas le gémologue. Et le meilleur instrument du gémologue, c'est bien l'œil. C'est pas le réfractomètre, etc. C'est pas du tout ça. Ce sont des instruments. Oui, c'est des instruments. Mais moi, il y a 2 écoles en gémologie. Il y a les personnes comme moi qui sont des gémologues de terrain,
Et il y a les gémologues qui rentrent dans le technique, qui adorent regarder les inclusions, tout ça. Exactement. Moi, je ne vais pas dire que ça ne m'intéresse pas, mais c'est pas ce que moi j'aime dans la gémologie. Ce que j'aime dans la gémologie, c'est voir des matières d'exception, trouver un brut, le tailler ou l'acheter taillé et en voir quelque chose d'exceptionnel. Effectivement, ça, c'est tout à fait incroyable. Et puis, on travaille avec les matières les plus précieuses au monde, donc on est très tributaire de la nature. Moi, il y a des pierres que je n'arrive pas à trouver ou qui me mettent des années. Si je pouvais honorer tout ce qu'on me demande, je serais millionnaire, quoi. Donc voilà, c'est pas du médicament, on fabrique pas des vêtements, c'est pas péjoratif, mais non, non, bien sûr, et tu as raison. En plus, ce qui fait, et c'est pour ça que peut-être tu as la meilleure combinaison, c'est-à-dire entre la gémologie, la joaillerie, tu sais la réalité de la joaillerie. Ton apprentissage de gémologie et le choix que tu y mets est complètement induit par ça. Donc ce qui fait que moi je ne le savais pas au début et au fur et à mesure quand je découvre tes collections de pierres et quand je vois ça, je trouve que c'est limpide, c'est clair. En plus tu sais de quoi tu parles, tu sais comment est la réalité. Alors moi j'ai une question tout de suite là. Est-ce que les ateliers te passent commande de pierres en particulier ou ils te donnent des directives en disant je veux des saphirs telle taille ou nani-nana ou des choses comme ça? Ou c'est toi comment tu reçois tes commandes? Donc il y a les deux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, moi, 90% de mon, je ne sais pas si on peut dire business, mais de mon travail, c'est la place Vendôme. Donc j'ai la chance, je fais partie des rares en France, je parle de quantité récurrente, type 1000 saphirs. Voilà. Bon, en France, alors après, je ne connais pas tout, mais à ma connaissance, je pense être l'un des seuls qui travaille comme ça en quantité importante. Notamment pour une grande maison de la place Vendôme qui me fait des commandes extrêmement importantes. On parle de plusieurs centaines de pierres à chaque présentation. Ça implique, alors, il n'y a pas que, c'est une partie, mais les 10% suivants, c'est des joailliers en fait lambda, artisans dans toute la France. Et moi, j'achète mes pierres comme si j'étais joaillier. C'est-à-dire, je me dis, est-ce que j'achèterais cette pierre si j'étais joaillier? Voilà, une bonne pierre bien achetée, c'est une bonne pierre vendue, puisque en fait, moi je pratique pas, c'est pas à la tête du client, le prix il est le même que je vende à Cartier par exemple ou un joaillier, un artisan, c'est pas de différence. Ce qui est important en tout cas, c'est effectivement de pouvoir bien cerner les demandes des joailliers, mais en général ça part d'une commande pour la place Vendôme. Pour les artisans, c'est un peu différent. J'ai un stock, donc aujourd'hui, moi, j'ai à peu près 200 pierres, tous sans inclusion, sans fenêtre, donc qualité place Vendôme. Ce qui fait que quand je vais chez des joailliers, là, ce sont des pierres d'opportunité pour eux. C'est-à-dire, avant que je profite de la qualité exactement. Qui fait ton background, c'est-à-dire c'est ton choix, c'est ton fonds de commerce. Oui. Tu as ta top qualité, ton top niveau. Et après, c'est sûr que quand on ne peut pas faire concurrence à une maison qui achète 50, 100 pièces ou même plus, j'ose pas imaginer la grandeur. Après, c'est presque la chance de te connaître, de se dire tiens, je vais l'appeler parce que j'ai besoin d'un truc particulier. Alors, il y a des artisans qui ont besoin en cas de casse ou parfois un client leur fait des demandes et ça passe par là puisque moi, 6 mois de l'année, je suis à l'étranger. Donc ça leur permet d'avoir des pierres. Je travaille en fait avec un stock très petit, 206 pierres. C'est que des pierres de centre par contre, donc des pierres qui font de 1,5 carat jusqu'à 11 pour les plus grosses. C'est effectivement ce type de pierre que me demandent les joailliers. Je ne travaille pas vraiment de pavage, moi,
c'est pas mon cœur de métier, ni le diamant. Enfin, voilà, à titre. Non, mais le diamant, on sait qu'il c'est particulier. Voilà, c'est particulier, on le case dans une autre catégorie, on ne perd pas de temps. Là, c'est des monopoles, des oligarchies. Enfin, exactement. On est dans donc moi, je suis dans la pierre de couleur. Voilà, la pierre de couleur. D'abord, ça se voit, c'est vrai. Et comment t'es venue l'idée d'aller vers la gémologie et après d'aller toi chercher tes pierres? Parce que c'est ça, moi, qui me séduit dans ton parcours, c'est que voilà, tu n'es pas là, pas beaucoup là. Non, je ne suis pas beaucoup là. Bah, c'est compliqué de se rencontrer, par exemple. Enfin, alors, à Paris, quand je ne suis pas en voyage, ça m'arrive d'être là toutes les semaines, ce qui était le cas entre septembre et décembre de cette année, avant les grèves. Mais il n'y a pas de règle, en fait. Et effectivement, comment j'en suis arrivé là? À la base, moi, j'ai jamais eu envie de faire gémologue dès le départ. En joaillerie, ça c'est certain. Mais quand j'ai fait de la gémologie au tout début en joaillerie, puisqu'on en fait, j'étais pas plus passionné que ça. Hein. Non, rares sont les joailliers qui sont gémologues. Moi, j'en ai fréquenté dans des ateliers. Ils ont une connaissance des pierres, une connaissance pour l'atelier, pour les travailler, mais ça s'arrête là. Oui. Après, on n'a pas cette connaissance qui est scientifique et technique. C'est ça. Bon, pour moi, je trouvais ça un peu scientifique, mais là, je parle de quand j'avais de 16 à 20 ans. Et c'est bien après, en fait, que j'en suis venu à la gémologie. J'ai travaillé 6 ans, en fait. Donc, au sortir de mes études, j'ai eu la chance de travailler à Saint-Barth. Donc, j'ai tout de suite travaillé pour une clientèle hyper aisée. Donc, ça m'a ouvert des grandes portes. J'ai commencé d'abord dans un petit atelier. Et j'ai terminé, donc je suis resté 6 ans à Saint-Barth et j'ai terminé chez Chopard, responsable de la boutique. Chez Chopard, ça a été racheté après par les Américains, la boutique de Saint-Barth. Donc moi, je me suis positionnée sur autre chose. Voilà, on fait un peu le tour rapidement aussi à Saint-Barth, 6 ans. Voilà, donc 6 ans, c'est exactement. Au bout de 6 ans, moi, je voulais faire un peu autre chose. Donc, mon patron a eu la gentillesse de me payer une formation GIA aux États-Unis. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et ça a commencé un peu comme ça, voilà. Parfait. Et après le voyage, oui. Alors, le fait d'être déjà sur une île, c'est déjà de... Oui, c'est déjà voyager. Bon, moi j'ai toujours aimé voyager, mais en rentrant en fait, donc moi je rentre, c'est la pleine crise ici, donc très difficile. Moi je suis de province, je suis pas de Paris, donc difficile de trouver du travail. J'ai trouvé du travail dans autre chose, j'ai pas fait que de la joaillerie. Et c'est quelques années plus tard en fait, après un burn-out, que j'en suis arrivé à la gémologie et qu'à la gémologie en fait, puisqu'aujourd'hui j'ai arrêté la joaillerie, je suis plus joaillier. Complètement. Même si j'ai des clients qui me demandent toujours parce qu'ils connaissent la qualité. Alors ce qu'il faut savoir, est-ce que les auditeurs ils savent peut-être pas, c'est que j'ai terminé premier de France en joaillerie. Pour certains, c'est considéré un peu comme un gâchis ou oui, voilà. Alors non, c'est pas un gâchis. Pas un gâchis, mais déjà ça peut être considéré comme être un meilleur ouvrier. C'est extraordinaire. Oui. Et puis après, c'est un choix. C'est un choix, c'est ça. On peut changer. On a peut-être plusieurs vies dans une vie. Oui, oui. Bah alors, beaucoup de gens auraient pensé, enfin voilà, c'est pas parce qu'on termine techniquement le meilleur en France que toute notre vie on va faire ça. Alors, bon, je suis ravi parce qu'aujourd'hui je reste quand même dans ce domaine-là. Je suis pas boucher. Et puis tu sais de quoi tu parles. Et voilà, ou un autre métier. Je suis dans mon métier, mais je suis plus du tout à la cheville aujourd'hui. Ça me manque un petit peu parfois. Mais je me sers complètement de mes compétences joaillères en fait, puisque c'est de ça dont on parle. Le cœur du métier, la gémologie, c'est de la joaillerie, évidemment. Mais oui. Ces choses-là, et autour il y a du métal, et autour il y a du travail. Exactement. Et il faut prendre en considération tout ça. Et je crois que c'est ça mon gros plus par rapport à mes concurrents en fait. Le fait d'être joaillier, voilà. Mais je trouve aussi, et c'est peut-être ça, ta patte ou ta signature, enfin. Qui se voit dans le choix, dans la qualité. D'autres, après, ont le côté technique des pierres, des choses comme ça, bon, ok. Mais toi, particulièrement. Et ce premier voyage, alors, ou ces voyages, tu vas où Alors, pour la gémologie, hein, ouais. Je vais en Asie, essentiellement. Alors tout commence à la base en Inde, puisqu'il y a 20 ans, moi j'ai eu une bourse qui s'appelait, je ne sais pas si ça existe toujours, ça s'appelait la bourse Zelidja, donc c'est par les grands de ce pays en fait qui attribuent à 50 personnes en France
de leurs compétences en fait. Donc on est choisi dans les écoles pour donc on a un projet en général professionnel mais pas toujours. Moi j'étais en brevet des métiers d'art et des joyaux, option joaillerie, et j'ai choisi d'aller en Inde pour étudier un peu les techniques de bijouterie. Donc ça commence comme ça. Et là il y a un voyage à Jaipur. Et j'ai jamais, donc aujourd'hui, moi, j'ai 39 ans et j'en suis à 28 voyages en Inde, dont celui-là, en 20 ans. Donc ça fait effectivement beaucoup, ouais. Et aujourd'hui, je ne travaille pas qu'en Inde, je suis aussi au Sri Lanka, en Thaïlande, beaucoup au Sri Lanka. Toi, tu trouves ton bonheur au Sri Lanka? Oui, aujourd'hui, le marché, il a un peu changé. 20 ans en arrière, ou même 15 ans et 10 ans, à Jaipur, on trouvait des pierres exceptionnelles, c'est moins le cas aujourd'hui. Difficile. Qu'est-ce qui a changé? Le marché n'est plus le même. Les belles pierres aujourd'hui, les très belles pierres, on les trouve notamment en Thaïlande, mais au plus près des mines, c'est plutôt le Sri Lanka. Enfin, je pense au saphir, spinel, ce genre de pierres, on trouve des choses d'exception au Sri Lanka. On pourrait parler de Madagascar aussi, mais aujourd'hui, c'est plutôt des petites pierres. Madagascar, c'est compliqué et c'est dangereux. C'est ça. Ce qui n'est pas le cas du Sri Lanka. Voilà, le Sri Lanka, géographiquement, c'est pas loin de l'Inde. Donc quand j'ai besoin, tout en bas, c'est ça, exactement. Pays magnifique. J'invite les auditeurs à aller visiter, c'est très beau. La Thaïlande aussi. Alors moi j'ai moins de feeling pour le pays, mais la Thaïlande c'est le plus gros spot quand on cherche des pierres d'exception. Donc j'y suis 3 à 4 fois dans l'année pour la place Vendôme, pour les pierres d'exception. Voilà. Donc là on parle de grosses pierres en Thaïlande qui viennent de partout. Donc grosses pierres, on est sur quoi comme carat? Tout ce qui dépasse 5 carats, okay. 5-6 carats, voilà. Là c'est des grosses pierres. Pierres d'exception qu'on peut faire analyser là-bas, comme au Sri Lanka, mais la Thaïlande c'est très gros, il y a une tour qui est dédiée à ça, en fait, la JTC, en plein centre de Bangkok, qui permet d'acheter nos pierres, de les faire analyser et de les faire tailler, donc c'est pratique. C'est un vrai business, oui. C'est mis en... Oui, ce qu'il n'y a pas à Jaipur, c'est des quartiers, donc c'est assez complexe de travailler, il faut vraiment connaître. Bon, moi j'y vais depuis 28 fois, je connais parfaitement Jaipur, mais même pour moi, ça m'est beaucoup plus compliqué d'y travailler que Bangkok. En confort, c'est plus simple Bangkok. Voilà. Maintenant, ce que moi je préfère, c'est Sri Lanka parce qu'il y a les mines, on est au plus près de la production et que c'est très intéressant, il y a de bons tailleurs. C'est un pays qui réunit un peu tout et c'est exotique. C'est moins le cas de la Thaïlande en fait, qui est un pays plutôt touristique, qui est tourisme de masse. On n'est pas sur ça au Sri Lanka. Sri Lanka commence à avoir un beau succès touristique, mais il faut dire que cette île est quand même extraordinaire. Cette végétation, cette population. Oui, c'est un petit pays qui est plutôt qui est sympa. Et en termes de pierres, c'est l'un des meilleurs spots au monde. D'accord. Parmi les plus beaux saphirs au monde, c'est évidemment le Ceylan, quoi. Enfin, rien que de dire le mot, on voyage déjà. On a la couleur dans les yeux. Oui, c'est un medium blue. Alors il faut savoir que, parce qu'il y a beaucoup de bleu dans le saphir. Voilà. Plus que du bleu. Oui, c'est ça. Un panel de couleurs. Alors Ceylan, en général, ça veut dire c'est un bleu un peu clair, pour que les gens y comprennent. Moi, ce que je recherche beaucoup, c'est des couleurs au-dessus de ça, plus soutenues. Alors, dans les matières les plus recherchées au monde, il y a le Royal Blue, qui est un bleu très soutenu foncé. Pour nous, en France, c'est un peu trop parce que notre climat ne nous permet pas de voir toutes les subtilités au niveau de la lumière, de la matière. Donc, on préfère, nous, ici, travailler avec du cornflower. Alors, cornflower en anglais, ça veut dire, c'est la fleur du maïs. Si vous regardez les poupées, avant que le maïs se crée, il y a un bleu très particulier, c'est ce bleu-là, c'est exactement ce bleu-là. Donc on est un cran en dessous le Royal Blue, c'est un bleu beaucoup plus agréable pour nous. Ouais, je ne l'ai pas dans l'œil celui-là, ce bleu-là. Voilà. Mais je regarderai parce que le coup de la fleur de maïs, ça. Je vais regarder. Exactement, cornflower. Donc Royal Blue, alors le Royal Blue c'est très demandé en Asie, chinois, les Chinois par exemple, les Japonais, ils adorent ces couleurs-là. Mais eux, ils peuvent se permettre, ils ont un climat beaucoup plus... c'est beaucoup plus ensoleillé que nous. Un Royal Blue, chez nous, l'hiver, ça ne va pas ressortir beaucoup. Donc ça va faire surtout dark, ça va faire sombre. C'est très sombre, ouais, exactement.
Donc c'est pas le plus judicieux comme choix et le cornflower est plus indiqué. Ouais. Pour la France et l'Europe, les Occidentaux. Alors il faut savoir que chaque pays a des goûts un peu différents. Les Américains n'aiment pas les mêmes choses. Nous en France, la pierre la plus vendue c'est le saphir. Ça tombe bien puisque moi c'est l'une des pierres que je suis assez connu pour ça. Et je suis, pour ce créneau-là. Pour ce créneau-là, ouais. Okay. Le saphir, ouais. Et pour une maison de Place Vendôme, je suis le fournisseur principal dans cette pierre-là. C'est une belle carte de visite et pour toi, pour eux. Oui, ouais. Alors il n'y a rien de figé, hein, c'est pas, ça ne veut pas dire parce que le marché peut changer. Voilà. En France, on vend peu de rubis, par exemple. Le rubis, c'est le cousin germain, puisque c'est un corindon. Donc il faut savoir que c'est un saphir rouge. Hein. Donc très sincèrement, alors moi ça me gêne pas parce que effectivement comme il n'y a pas beaucoup de demandes, moi j'en vends peu, mais disons que les pierres les plus vendues en pierre de couleur ici c'est saphir et l'émeraude, voilà. Mais l'émeraude, la provenance n'est pas la même, on ne trouve pas d'émeraude au Sri Lanka. Donc là il faut aller en Amérique du Sud. Là, il faut aller un petit peu plus loin là. Amérique du Sud ou l'Afrique, puisqu'aujourd'hui il y a des gisements d'émeraudes magnifiques en Éthiopie notamment, et puis il y a vraiment de belles émeraudes en Afrique, ça c'est sûr, en Zambie aussi. Là, toi, tu n'y vas pas, tu préfères Sri Lanka, Asie. Alors, je peux pas, comme je suis tout seul et je travaille tout seul, donc j'ai personne à mes côtés pour le moment. Tu peux pas passer 12 mois. Voilà, je peux pas aller dans tous les pays producteurs, ça me prendrait beaucoup de temps et puis j'ai pas aussi toutes les connexions forcément. En Asie, au Sri Lanka, en Inde ou en Thaïlande, je suis connu. Au Sri Lanka, beaucoup, puisque j'amène des groupes, donc eux, les fournisseurs me connaissent très bien, donc dès qu'il y a des belles pierres, je le sais très rapidement. On ne peut pas être basé, il n'y a aucun négociant qui est partout. Donc on a des contacts, nous, qui s'occupent de nous donc moi, quand j'ai besoin d'émeraude, il y a des Sri Lankais ou des Indiens qui s'occupent de moi et qui vont chercher les pierres. Qui vont te trouver la pierre. Exactement. Avec qui tu peux travailler en confiance, etc. Ce que tu viens de dire est intéressant parce que cette histoire de tu emmènes, alors des gémologues ou pas tous? Gémologues? Oui. Oui. Tu emmènes des gémologues? Alors, les gens que j'emmène en voyage, il n'y a pas que des gémologues, non. Je dis une bêtise. En fait, les groupes, donc j'organise depuis un peu plus d'un an et demi, enfin ça fait 2 ans, pardon, que j'organise des groupes pour aller à travers le monde, surtout en Asie, donc Sri Lanka, Inde, Thaïlande, qui sont, alors ça va du néophyte aux professionnels en gémologie. Donc moi je m'adapte, c'est des petits groupes de 6 maximum et je les emmène au cœur des mines, voir la chauffe des pierres et puis ils peuvent faire leurs propres achats. Donc le but pour eux, alors qu'est-ce que j'ai, le profil, il n'y a pas vraiment il y a des joailliers, il y a des gémologues, il y a des commissaires-priseurs, des étudiants, des gens en reconversion, c'est très vaste, des médecins. Voilà. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que juste tu ne vas pas dans des endroits où on revend des pierres, parce que ça c'est accessible et ça se fait. Toi, tu les emmènes jusque dans les mines. Oui. Tu leur montres le procédé. Oui, alors ils descendent dans les mines. Ça. Ils descendent à 25 mètres. Donc au Sri Lanka, c'est des mines souterraines et alluvionnaires. Ils font les deux. Et ils peuvent même acheter, donc par exemple, quand ils trouvent des saphirs, ils achètent leurs propres pierres s'ils souhaitent. Alors, c'est le rêve, ça. Alors ça peut aller loin parce que s'ils achètent leur propre brut, ils peuvent aller le tailler. Donc le lendemain, c'est taillé. Et puis ça leur permet de dire voilà, ça c'est la pierre que j'ai trouvée. En plus, voilà. Tu peux le faire, voilà. tu vas de A à Z pour les, et tu le fais pour les plus aussi. aventuriers, ils peuvent faire ça. Voilà. Ceci dit, il y a toujours une part de, c'est un peu la loterie d'acheter du brut parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il en sortira. En réalité, quand c'est brut, on a une couleur, mais on n'a pas vraiment, on ne sait pas ce qu'il va y avoir en inclusion, etc. Donc c'est un peu délicat. Ouais. Toi, tu achètes beaucoup de brut ou tu achètes de la taille? Beaucoup de taille. Beaucoup de pierres taillées. Oui. Ouais, 90% des pierres que j'achète, c'est détaillé. Parce que je ne suis pas très loto. Voilà. C'est ça. Ouais. Alors, il y en a dont c'est le métier. Le profit est beaucoup plus important quand on achète du brut. Oui, mais dans ces cas-là, c'est pas le même métier, je dirais. C'est presque, on fait pour enfin, on a le filon pour les tailles et on sait quelle est la perte et on travaille aussi la moindre qualité parce qu'on travaille sur moins de pertes. C'est ça. Et pour puis, gagner au plus large. On ne gagne pas à tous les coups. Ton niveau d'excellence, il ne te permet pas. Non, et puis j'ai pas le temps, il y a le manque de temps. On peut pas, chaque voyage, moi je ramène entre 20 et 40 pierres en pierre de centre.
pour mon stock perso, donc je ne parle pas des commandes, donc ça en dit long sur... Il faut savoir que moi, j'achète peut-être même pas 1% de ce que je vois en pierre taillée. Ça en dit très long sur comment c'est très difficile. Les gens ne se rendent pas du tout compte. Les gens pensent, quand ils sont en joaillerie, que c'est facile ou de trouver un saphir. Les saphirs, par exemple, c'est extrêmement dur. Le marché, il a pris 20% en 2 ans. Ça, sur les prix, ça fait un sacré... Exactement, ouais, tout à fait. Alors avec l'or aussi qui grimpe, après on peut expliquer beaucoup de choses. Voilà, exactement. Donc ça nous est difficile, même nous en tant que gémologues, même joailliers, de trouver des belles pierres sur les terrains, dans les mines, etc. ou avec les fournisseurs. Voilà, mais sur 1000 pierres, j'en achète maxi 10. Ça en dit très long sur la difficulté. Et je dis bien maximum. Hein. Et il y en a qui seront retaillés dans les 10. En plus. Oui, parce que pour moi, il y a les critères. Alors, pour que les gens comprennent bien, une fenêtre dans une pierre, c'est quand vous prenez une pierre non montée, voilà, vous mettez votre doigt derrière. Si vous voyez à travers, c'est une fenêtre. Vous ne devez pas voir votre doigt qui traverse la pierre. Donc ça vient de quoi? C'est quand la culasse est trop, une pierre est trop culassée ou pas assez. La lumière réfléchit mal la pierre et on voit à travers, exactement, et on voit à travers la pierre. Donc c'est pas bon du tout. C'est de l'optique en réalité. Oui, tout ça c'est... Exactement. Alors on peut tricher en montant la pierre, etc. Mais c'est pas beau une pierre avec des fenêtres. Donc moi je ne vends pas de pierre avec des fenêtres. Je me bats tous les jours. Aujourd'hui les Sri Lankais, ils savent maintenant, ils commencent à montrer que des pierres sans fenêtre ou en tout cas ils les font retailler quand ils me voient, mais c'est très très difficile. Et les qualités aujourd'hui demandées par les Chinois ou l'Asie, ils sont moins exigeants que nous, c'est plutôt des qualités commerciales. Donc eux se fichent, ou les Indiens se fichent des fenêtres. Ce qui compte pour eux, bon, l'Inde par exemple, c'est les énergies des pierres. Donc ça leur importe peu ça. Ce qui importe pour un Français par exemple, c'est de l'exceptionnel. Un Indien, ça va être l'énergie transmise par la pierre. Voilà, un Chinois, c'est le fait d'avoir juste une pierre. C'est un saphir, ça suffit. Ouais. Il faut savoir qu'il y a des différences énormes. Donc, voilà. Ça. Et en plus, quand on travaille avec des considérations de joaillerie française de la place, c'est un peu compliqué. Exactement. Un petit peu, voilà. Les choses. Donc, tu vas là-bas, tu vois tes pierres, tu tailles ou tu fais retailler ou tu les as déjà taillées. Tu les fais retailler si besoin. Quand tu rentres, tu as tout un travail à faire et toute une derrière. Oui, en fait, quand on rentre, alors quand c'est pour moi, alors il y a deux choses. Quand je pars en voyage, si j'ai des groupes, je me consacre en fait qu'aux groupes, donc j'ai peu de temps pour moi. Oui, là on est dans l'animation, voilà. dans le conseil, dans tout ça. C'est ça, et la même chose. Voilà, c'est un peu différent. Tu peux pas faire les deux. Non, j'achète voilà. mes pierres avant ou après. Ouais, mais voilà, même sur un groupe de 6, il y a beaucoup de questions. Les questions en amènent d'autres, donc c'est à temps plein quoi. Ouais, quand j'emmène des groupes. Tu es en groupe, on sait bien qu'on n'a pas la même inertie, on ne bouge pas de la même façon, et puis il y a des gens qui une mine va être une découverte pour certains, d'autres ça va être la taille, d'autres. Ce qui est intéressant, c'est que tu vois aussi comment ils les chauffent. Oui. Alors ça, c'est extraordinaire. Oui, il y a 2 techniques de chauffe. Donc moi, les pierres que j'achète sont jamais traitées. Alors, traitement, il faut prendre avec des pincettes. Qu'est-ce qu'un traitement? Alors, il y a des traitements thermiques qui sont acceptés par la joaillerie, y compris la place Vendôme. C'est ce qu'on voit au Sri Lanka, donc par les burners. Donc eux, ils ont des espèces de tubes en métal en fait, et ils soufflent sur des braises et ils arrivent à contrôler une chaleur de façon à... Alors ça, c'est un process qui dure 5 heures en général. C'est impressionnant à voir. Les burners, c'est les dernières techniques de chauffe traditionnelles de pierre. C'est assez rare. Au Sri Lanka, ils sont ça se compte sur les doigts de la main, des 2 mains. Ouais. Tout le Sri Lanka, donc ça donne un peu l'indication, c'est quand même quelque chose de rare. Ceux qui viennent avec moi en groupe voient les techniques de chauffe par burner et la chauffe moderne. Donc là, c'est avec des fours, c'est un peu différent. Le résultat, il est quasi le même. En revanche, en laboratoire, on est en mesure de... si un saphir a été correctement chauffé, la chauffe est quasi, voire indétectable, tellement
il n'y a que l'humain qui peut faire ça, mais le fait de chauffer la pierre à la bouche permet d'avoir en fait des graduations de température extrêmement précises. C'est un art. Oui, c'est un art, c'est ça. Les burners, voilà, ils ont, d'ailleurs, ils sont très bien payés. C'est un métier très particulier et ça mérite d'être vu une fois dans sa vie parce que c'est unique. Ça ne se fait pas en France, par exemple, il n'y en a pas. Il y en a que dans quelques pays dans le monde. On en trouve à Madagascar, au Sri Lanka. Et concrètement, parce que j'ignore leur procédé, les pierres sont, par rapport à ces braises, comment ça fonctionne? C'est mis dans des petites coupelles en général, ou alors les pierres sont amalgamées dans une espèce de pâte. De terre, de pâte de terre. Ouais, alors il y a plusieurs techniques, mais ça peut être de la terre, il y a des pâtes qui se durcissent aussi. Et en chauffant en fait ces pierres de manière uniforme, c'est des pierres en général qui sont soit plus claires, on peut changer la couleur aussi, donc les gauda, par exemple, c'est des pierres, des corindons, donc des saphirs qui sont plutôt blancs quand on les voit. On sait que ça va donner à la fin, bien chauffé, des cornflowers ou des royal blue. C'est des choses particulières. Voilà. Il y a des saphirs, quand on les a en brut, on sait qu'ils vont devenir roses en les chauffant, alors qu'ils sont peut-être, je vais dire une bêtise, mais qui sont vraiment d'une couleur différente. Voilà. En général, c'est plutôt des saphirs, les burners ou la chauffe moderne aujourd'hui, on prend des saphirs qui sont un peu pâles, bleus, et qui vont devenir beaucoup plus intenses. C'est souvent ça. On intensifie la couleur par ce procédé-là. Exactement. Okay. Ça va donner des bleus beaucoup plus intenses, plus uniformes. Pas toujours, ça dépend. Il n'y a pas de règle, encore une fois, puisqu'il y a du zoning dans le corindon, donc ça donne des zones de bleu un peu différents. Mais disons que la chauffe, ça améliore grandement la couleur. Voilà. Un saphir non chauffé, alors, il y a 3 types de traitements. Alors, d'abord, il y a le saphir qui est naturel, donc non touché par l'homme. Cela coûte plus cher, évidemment. Les saphirs chauffés, donc soit par burner ou par technique moderne, eux, ils reçoivent qu'un traitement. Voilà, donc c'est la chauffe des pierres jusqu'à 1300, 1400. On peut aller un peu plus loin, mais je crois de mémoire pas au-delà de 1600 degrés en chauffe moderne. La chauffe traditionnelle, elle est un peu plus basse en fait. Et ça donne c'est pour ça que les pierres sont plus subtiles, le bleu est mieux maîtrisé et on a une couleur plus uniforme parce que c'est fait par l'homme en réalité et qu'on n'arrive pas aujourd'hui. C'est chouette de pouvoir dire ça. Ben oui. Dire que c'est l'homme qui réussit encore. Oui, encore mieux à lier à la nature et puis parfois dans les labos on n'arrive même pas à dire ça a été chauffé alors que ça a été chauffé par un burner. Donc c'est une chauffe traditionnelle mais ça a été quand même chauffé. Donc c'est incroyable de savoir qu'un homme peut arriver à tromper un peu la machine, en tout cas les instruments aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Donc ça en dit long. Alors ça ne veut pas dire qu'un saphir chauffé il est moins bien qu'un naturel. Il y a des gens qui vont penser ça. C'est pas du tout ça. On ne peut pas savoir à l'œil. Il faut vraiment avoir des instruments très pointus pour se rendre compte de ça. Et puis après il y a les traitements qui sont type beryllium. Moi je ne travaille pas du tout avec ce type de... En général, les gémologues et les négociants en France ne travaillent pas au-delà de la chauffe. Donc tout ce qui est traitement autre que la chauffe, on ne fait pas vraiment parce qu'on n'a pas de demande et surtout que ce n'est pas vraiment toléré. C'est un peu comme un doublet, c'est des choses qui sont très différentes. Oui, voilà. Là on est borderline après. Ouais, c'est ça. Glassfield, donc c'est un terme qu'on connaît. Enfin, voilà, le glassfield, c'est des choses qui sont, la matière entre dans la pierre, donc c'est plus du tout. Tu l'introduis dans les. C'est ça. Alors c'est en plus chauffé, mais c'est voilà. C'est du boulot ça. Oui, alors il y a. Comment tu le fais, haute température? Moi, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas parce que je ne le pratique pas. Aujourd'hui, ça évolue vraiment très rapidement. Ça, les traitements, comme on n'en fait pas, un saphir, ça peut coûter quelques euros parce que justement, il y a du glassfield ou il y a du beryllium. Donc, c'est pas bon. Le problème de temps en temps avec les pierres, et c'est vrai que les acheteurs peuvent être perdus parce que ça peut être de quelques pas cher à extrêmement cher. Et comment te dire, certaines fois pas avec les arguments qui vont, ou en tout cas si on n'a pas un œil qui est un peu exercé, acéré,
exercer sur la chose, tu te dis, bah pourquoi quoi? Non, je comprends pas. C'est pour ça qu'il faut toujours demander un certificat. Alors, les joailliers, souvent, ils en ont sur les pierres Oui. de centre, hein, pas de souci. Mais il faut l'idéal. Alors, joaillier de confiance, il n'y a aucun souci. Il faut savoir que tous les joailliers en France ne travaillent pas au-delà du saphir chauffé, par exemple. Donc, il n'y a pas ces questions-là. Il n'y a que si on vous propose une pierre d'exception naturelle, là, c'est préférable de demander effectivement un certificat. Oui, après, c'est Parce que ça important passe. d'avoir une information et une confirmation. Exactement, et c'est pour donner l'ordre d'idée, c'est du simple au double. C'est ça. Voilà. Donc une pierre chauffée, c'est 2 fois moins cher que la même pierre C'est qui ça. serait naturelle. Il faut- On peut et- parler et- comme ça, Voilà. à peu Et il près. ne faut pas croire que il y a juste on bénéficie d'une super affaire ou quelque chose comme ça. Non, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Non, voilà, Il faut être vigilant sur, exactement. sur ce prix Alors, qui dit quelque chose, qui dit comment, mais avec les arguments qui vont autour. Il y a ça, et puis il y a les origines qui en fait, induisent beaucoup les prix, puisque le Sri Lanka, c'est l'une des origines les plus demandées, donc des plus chères. Madagascar, par exemple, est moins cher. Alors ça, c'est quelque chose d'un peu stupide parce qu'on peut avoir un très beau saphir de Madagascar. Et si on revient dans le passé, les plaques tectoniques, Oui, Madagascar touchait en fait le Sri Lanka. complètement. Donc c'est complètement stupide. Moi, c'est mon opinion. Tout le monde ne la partage pas forcément, mais et parfois, on peut avoir des surprises en mettant en certificat. Un laboratoire peut certifier une pierre qui vient réellement de Madagascar et vous dire qu'elle vient du Sri Lanka et vice-versa. Parce que les types d'inclusion sont les mêmes. Exactement. Donc il faut revenir des millions d'années. Voilà. Exactement. Voilà. On est sur une même ligne, on était sur une même... géologiquement, ils sont nés de la même façon. Absolument. Ces pierres-là, donc, Voilà. même si maintenant ça s'est un peu dispersé, la Terre qui les a faites et le phénomène thermique qui les a fait est le même. Et le même. On est d'accord sur ce Exactement. genre de choses. Donc quand tu pars avec ce groupe, tu les emmènes des mines, tu leur montres ce qui est la taille, ce qui est le travail sur les pierres. Et ça, je l'ai vu sur ton site, puisque tu as des dates, tu prévois des voyages, etc. Donc ça, c'est assez extraordinaire comme idée. Je la trouve intéressante parce qu'elle permet de découvrir d'une autre façon. C'est Alors, ça. bien sûr une île, bien sûr un pays, mais tout un pan économique aussi, ce qui est assez caché, Place Vendôme. Là, tout d'un coup, c'est l'autre face du monde. Ben, exactement. Et puis, pour la plupart des gens, c'est quelque chose de très opaque, particulier. Là, ça permet effectivement de voir au plus près comment travaillent les mineurs. Je précise qu'au Sri Lanka, il n'y a pas d'enfants qui travaillent dans les mines. Donc, on n'est pas dans le Diamond Blood, là, le film de DiCaprio. On n'est pas du tout là-dedans. Donc, il n'y a pas d'utilisation de l'être humain à mauvaise échelle, etc. Il n'y a pas tout ça, des gens mal payés. Il faut savoir que les mineurs ont le salaire pas forcément minimum, mais un salaire moyen enfin, ça leur permet de vivre. Quand ils trouvent une pierre, ils ont en plus des bonus. C'est que des adultes qui travaillent dans les mines au Sri Lanka. Ouais, tu sais, c'est bien de le dire et c'est quelque chose auquel on pense. Oui, parce que ça a une mauvaise image. Voilà. Et puis c'est important de savoir que, alors, chaque pays a ses spécificités, mais au Sri Lanka c'est comme ça. En Afrique, je ne tiendrai pas le même discours, mais je n'achète pas en Afrique, donc je n'en parlerai pas. Voilà, c'est un peu différent. Et le Sri Lanka, c'est safe, donc en fait, ça permet d'emmener les gens dans des meilleures conditions qui soient, en toute sécurité. Donc voilà, c'est-à-dire que faut imaginer, c'est des puits qui vont à 25 mètres de profondeur, et les plus téméraires peuvent aller dans les galeries. 25 mètres, c'est quand même impressionnant. Ouais, pour les plus profondes, ouais. Parce que c'est ça. Alors il y a de l'eau partout. Il y a de l'eau partout. Alors ceux qui viennent avec moi ne sont pas obligés d'aller au fond. Hein. C'est quand même voilà, c'est quelque chose qu'on fait, je pense, une fois dans sa vie. C'est intéressant et ça permet de bien voir un peu comment les choses se passent. Mais il faut imaginer qu'il fait très chaud profondément et qu'il y a de l'eau partout puisque la terre est très humide. Il fait chaud. C'est ça. Humide, t'as la totale. Exactement. Ce genre de choses. Les voyages, c'est quelque chose qui effectivement qui me tient à cœur parce que y a, en gémologie, les élèves par exemple qui sortent des écoles de gémologie ici, c'est un métier
très peu de personnes arrivent à en vivre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas forcément hyper bien formés, notamment sur la partie pratique. La gémologie, c'est quelque chose de... Il y a beaucoup d'humains dans ce métier et c'est la pratique qui compte. Sauf si vous voulez travailler en labo, mais il y a finalement peu de gens qui travaillent en labo. C'est ça. Alors c'est ça le dilemme dans ce domaine-là. Exactement. C'est que soit tu es en contact et tu achètes, et tu es en contact d'un côté où tu vends ou tu achètes, mais de toute façon tu as en face de toi quelqu'un qui veut une pierre et donc tu dois trouver cette pierre et tu dois trouver les personnes. Ou alors tu aimes le côté technique et dans ces cas-là tu aimes être derrière les instruments, tu aimes être derrière les choses et tu aimes faire ta checklist. Oui, mais il y a très peu de labos en France, donc en fait c'est pas... quelqu'un, si j'ai un conseil à donner pour les personnes qui voudraient faire ce métier, c'est le terrain qui compte, enfin pour faire négociant, hein, je parle. Là, on est bien au-delà de l'école, quoi. Hein. Ce qui est bien, c'est que presque tu serais le cas pratique de la gémologie. C'est-à-dire, on apprend les choses qui sont comment... C'est des choses de base qu'on apprend. Voilà. C'est pas en 6 mois qu'on peut être gémologue ou négociant, évidemment. Alors après, il y a les opportunités, la chance et tout ça. Il faut bien passer au niveau des clients, des fournisseurs. C'est compliqué. On passe toujours d'une religion, par exemple. Alors, il faut savoir que les pierres de couleur, c'est tenu par les musulmans dans le monde. Donc, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Mais oui, ça ne se sait pas. Donc, en fait, si quelqu'un a un problème, par exemple, avec les cultures ou les religions différentes, bon, faut changer de travail. Effectivement, il y a ça. Et puis... J'ai une amie qui est femme et qui part là-bas. Elle me dit que pour elle, des fois, c'est compliqué. C'est dur. Ah, pour les femmes, ouais, c'est super dur. C'est un métier très masculin, en fait, aussi. Voilà, alors, bon, on ne changera pas tout, mais par exemple, je ne connais pas de fournisseurs. Moi, je vois des fournisseurs tous les jours quand je suis en Asie. Je ne connais pas de fournisseurs femmes. C'est un truc tout bête. Si j'emmène une femme avec moi, si c'est elle qui achète, le vendeur va me regarder et il va me demander à la fin, c'est pas moi qui paie. Voilà. Donc effectivement, alors il faut faire changer la mentalité, c'est comme ça, mais ça ne veut pas dire que ce sera figé pour toujours. Mais les Sri Lankais travaillent comme ça depuis des milliers d'années et ça fonctionne, donc ils y pensent même pas. C'est une autre partie du monde, c'est un autre concept de plein de choses. Exactement. Voilà, si on allait dans l'Europe du Nord, il se passerait des choses différemment. Mais il faut prendre ça en compte. Il faut quand même. Je trouve que ça, c'est une réalité dont on ne parle pas. Non, faut bien prendre en compte on travaille tous les jours avec des cultures et des religions différentes. Moi, au Sri Lanka, 90% de mes fournisseurs sont musulmans. Les 10% restants, c'est des bouddhistes. Donc, et c'est deux mondes différents. C'est complètement différent, c'est pas la même façon de faire. Bon, la trame reste la même, mais les rapports sont parfois un peu différents, ouais. Donc, il faut quand même être un peu ouvert et puis aimer les gens pour faire ce métier, vraiment. Voilà. Moi, si je résume mon métier, c'est de l'humain. Hein. C'est un métier humain. C'est un métier où il y a beaucoup d'humains. Et oui. C'est un truc de dingue parce que tu achètes, c'est ton stock, tu es en contact rien que pour ça. Bien sûr. En fin de compte, toi, tu dis non. Eh ben, c'est de l'humain, ouais. J'ai vraiment l'impression derrière tout ça. En fait, on voit qu'une partie. Alors, mon travail en France, il est différent, mais il y a encore de l'humain, puisque les clients, c'est quand même ça. Il y a de l'affect aussi dans ce qu'on fait. Moi, mes clients, c'est pas que des clients, les fournisseurs, c'est pareil. Il y a des liens qui se créent, c'est des choses qui sont engagées depuis des années. Donc, forcément, on n'est pas c'est pas un travail classique. Vraiment, c'est très particulier. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que, tu sais, c'est par rapport à l'humain, il y a aussi une chose que toi tu dis, et c'est dans l'humain, il y a la confiance. Pourquoi est-ce que tu travailles encore Place Vendôme? Parce que tu as créé sûrement une relation de confiance qui est en béton armé à l'heure actuelle entre eux et toi. C'est-à-dire que là, vous ne passez pas, ce n'est pas une histoire de contrat et je ne dis pas que je travaille pour eux. Ce n'est pas des choses comme ça. C'est qu'ils ont confiance en toi. Tu alimentes cette confiance-là et ce qui fait que c'est ça ton côté humain dans lequel toi tu... Exactement. C'est exactement ça et c'est ça qui fait ma force aujourd'hui parce que en fait, une fois que vous avez un bon rapport avec vos fournisseurs et vos clients,
bon, ça prend des années, hein, c'est sûr qu'il ne faut pas imaginer qu'on puisse en arriver là. Là, c'est pas en semaines ou en mois, c'est des métiers qui se basent effectivement à 80% sur la confiance. Il faut être très réactif. Donc ça ne peut pas convenir à tout le monde. Voilà, et on est très peu nombreux au final à être négociants comme ce que je fais. Officiel, oui. Oui. Enfin, après, être comme ça, les négociants, il y en a un petit peu en France, mais déjà travailler pour la place Vendôme de manière régulière, c'est assez rare. Et ensuite, d'être sur le terrain, ça l'est encore plus. Complètement. Parce que moi, la moitié de l'année, je ne suis pas là. Oui, en règle générale, pour avoir côtoyé ce genre de milieu, tu as la personne qui va chercher, tu as la personne qui parle au chef d'atelier ou au service pierre dans certaines maisons. C'est ça. Et c'est multiface. Tu as exactement. Or, toi, peut-être, en plus de la joaillerie qui est ta signature, tu as ce contact, tu as cette spécialité du saphir, tu sais de quoi tu parles, tu sais comment tu vas la chercher, où tu vas la chercher, comment tu la ramènes. Voilà, ça fait que tu as un beau... c'est ça, et puis il faut... Alors, là, on a beaucoup parlé de l'humain, des rapports et tout ça. Il y a aussi le côté administratif, parce qu'il faut bien imaginer que quand je rentre en France, là, il y a les douanes, donc il y a des documents à remplir, évidemment. Il y a les bons de commande à faire, les factures, les devis. Enfin, donc moi, quand je suis en France, je suis un peu loin de ce que je préférerais faire. C'est une autre face Oui, si tu me demandais, je préfère effectivement être que sur le terrain. Mais travaillant seul, ça m'est pas possible aujourd'hui. Et puis, je préfère, au final, j'ai une vision qui est très globale. Et c'est trouver quelqu'un, par exemple, qui pourrait m'accompagner ou travailler avec moi, c'est difficile parce qu'il faut trouver quelqu'un de technique, qui soit dans le même environnement que moi, avec la même vision, c'est ça ? Qui soit dans tes pas. Donc c'est pas évident. En revanche, j'adore transmettre ce que je sais. C'est pour ça que j'ai créé ces voyages-là. Et ça part d'un constat il y a plein de choses qui ne sont pas abordées en cours. Les fenêtres, on n'en parle pas en cours de gémologie. Les douanes, à peine, voire pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Moi, je donne un... Ah ben oui. Oui, mais je donne des cours sur... Quand les gens partent avec moi au Sri Lanka ou en Inde, ils ont un cours de douane, de négociation et des fondamentaux des pierres. C'est une journée, c'est 62 pages. Enfin, c'est des choses techniques, mais qu'il faut absolument connaître. Ça, c'est quasi pas abordé en cours. Enfin, il y a des lacunes et des paradoxes en gémologie. Un gémologue, à la base, c'est un spécialiste des pierres précieuses. Il peut être amené à acheter des pierres et les revendre. Enfin, ça va un peu de soi. Donc, c'est très dommage de ne pas aborder ça du tout en cours. Et c'est, encore une fois, technique sans être... C'est pas non plus... Il n'y a rien de dramatique, hein, les douanes en France. C'est même plutôt simple, c'est bien géré. Mais il y a des... Il y a une mécanique, il y a des règles, évidemment. C'est un métier réglementé. Alors, très réglementé. Il est très réglementé, il faut savoir le décrypter. Toi, tu es super à l'aise là-dedans, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on en a parlé une fois, de cette formation sur les douanes, de comment ça se fait. Et moi, je trouve ça très intéressant, parce que le nombre de gens qui m'ont posé les questions... Ah bah oui. Et je te passe les anecdotes où on passe les douanes avec le truc. Non, il faut, bien sûr. Ils sont presque, tu te dis, là c'est borderline. C'est borderline, ça le fait pas. On peut non, pas ça le fait pas. Ça. Alors pour les gens comme moi qui font de la revente, évidemment pas. Et je peux pas, voilà, pour le reste, même à titre perso, enfin les règles, elles sont les mêmes pour tout le monde. Tout au-dessus de 220 € acheté à l'étranger, vous devez déclarer et payer la TVA. Ça, c'est une chose pour les particuliers. Pour les professionnels, c'est un peu différent puisque même si on règle la TVA, elle nous est remboursée, mais ça passe quand même par des déclarations de douane, par des choses très formelles. Et c'est aussi ça l'objet des formations que je délivre en Asie, pour que les personnes qui partent avec moi et les futurs gémologues ou négociants puissent connaître toutes les règles et puis pas faire de boulettes, quoi. C'est super carré, c'est super chouette. Voilà.
Et c'est ce que je m'efforce à faire. À ma connaissance, en France, on est 2 à faire ces formations. Et je suis celui qui donne les cours les moins formels, donc les moins pénibles, parce qu'on peut rentrer très en profondeur, des choses qui ne vont pas vraiment nous servir tous les jours et qui ne sont pas très intéressantes dans notre métier. Moi, les cours que je délivre, il y a toujours du texte et puis des documents en face, c'est les miens, donc c'est ceux qui sont… Voilà, exactement. Alors les étudiants, ils apprécient ça parce que c'est la réalité. On peut donner des cours très formels de niveau doctorat, mais qui n'ont aucun intérêt pour le commun des mortels. Oui, j'ai eu ces cours-là, donc je les connais. C'est difficile et c'est pas, ça m'a pas vraiment servi. Donc ça part d'un constat. Il y a un vrai manque en France et dans le monde. Hein. Le GIA, on a très peu de choses qui abordent les douanes. Le GIA, c'est une formation qui est aux États-Unis. Donc, si on commençait à aborder les douanes par pays, c'est complexe. Nous, on a la chance d'être en Europe. Donc, les règles sont les mêmes, que ce soit en France ou dans les pays Schengen, hors Suisse, évidemment. Il y a des subtilités avec des pays comme Monaco, Saint-Marin, oui, Saint-Barth, par exemple, des choses comme ça qui sont des TOM ou des COM. Mais de manière générale, en Europe, c'est plutôt uniformisé et harmonisé, donc c'est important. Ouais. Nous, on est chanceux. Hein. C'est bien de le dire, parce que c'est toute une partie dans laquelle on est… je ne sais pas si… Les gens ont peur. Ont peur, oui. Ouais. Comment ça s'appelle, la phobie du papier de oui, c'est ça. Donc on n'en est pas loin. Et d'un autre côté, c'est une réalité parce qu'il ne suffit pas d'acheter des pierres, de revenir avec et de se dire tiens, je vais les revendre. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut être un peu plus droit. Et en plus, toi, tu amènes une clé. C'est extra. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu amènes carrément la clé, la solution, le cas pratique. Oui, c'est tout l'intérêt. Exactement. Ouais. Alors, quand j'emmène des gens au Sri Lanka avec cette formation-là, par exemple, c'est 10 jours. Donc, c'est pas… Il n'y a rien de méchant, quoi. Ça se fait sur des congés classiques. Mais c'est une vraie formation terrain hein, qui manque aujourd'hui. En gémologie, vous pouvez passer des diplômes aujourd'hui en gémologie partout dans le monde sans avoir mis une seule fois un pied dans une mine ou à l'étranger. Je trouve c'est un peu paradoxal de ce travail-là. Et de la gémologie. Hein. Enfin, voilà, on ne trouve pas encore de… Même si on a du saphir en France, par exemple. Mais voilà, en dans quelques… Voilà, en Auvergne notamment, il y en a… Le fameux saphir. Il y en a en Bretagne, il y en a… Voilà, ouais, il y en a un petit peu. Il y en a à Nantes, dans les vignobles. Mais ce n'est pas de qualité gemme. Les plus beaux, c'est l'Auvergne. Ouais. Et là, ils sont qualité gemme. Ils sont bleu-vert. Donc, ce n'est pas la qualité la plus recherchée, évidemment, mais ils sont français. Oui, donc, mais ça peut être un truc, ouais. le saphir d'Auvergne. Exactement. Je n'imagine pas, je ne sais pas trop bien. Ça peut être, c'est ça. Mais en tout cas, voilà pourquoi les douanes, c'est un pan très important de ce métier de négociant. Complètement. Dans la bijouterie, les douanes sont incontournables. On passe par là ou on fait autre chose. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il y a plein de gens qui ont peur des douanes et tout ça. Pas du tout. Alors, il y a 4-5 formations à Paris, toi. Oui. C'est ce dont on avait parlé, oui. c'est que tu fais carrément des formations. Pour ceux qui veulent que de la douane, par exemple, absolument, c'est possible. On va faire un peu ce lien entre ton site et puis le mien pour parler de tout ça, parce qu'en plus, tu as une pédagogie, tu es didactique, tu as le cas pratique, tu es vraiment dans ça. Et ça, c'est peut-être le côté humain où tu remets toi. Tu ne mets pas la gemme. Alors, il faut savoir que je forme des fournisseurs aussi en Asie parce que, en fait, eux n'ont pas de formation en gémologie. Donc, très souvent, comme je suis avec mes instruments, je leur explique, je leur montre et ça, ils aiment bien. Parce que évidemment, il n'y a rien de formel pour eux. Donc, ça n'a aucun coût. Je leur montre gracieusement, je leur explique tout. Et ça leur permet justement d'éviter de se faire avoir eux aussi parce que ça peut leur arriver. Et puis c'est toujours mieux d'être bien formé. Donc, j'essaie aussi, les gens qui travaillent avec moi, j'essaie de leur expliquer, de leur montrer les autres facettes des pierres. Ils ont un très bon œil parce qu'eux n'ont pas d'instrument en gémologie, donc ils sont habitués depuis petit, de génération en génération. Oui, c'est d'autres choses. Exactement. Dans la marmite. Voilà. Eux, ils s'ennuieraient dans des cours de gémo classiques. Mais disons qu'il y a des choses qui sont très importantes à connaître. Les fenêtres, ça les ennuie pas, eux, par exemple. Parce qu'ils ont l'œil sur d'autres choses et pas du tout sur ça. Il faut savoir qu'une pierre avec fenêtre, de toute façon, elle est vendue, un chinois ou un indien. Donc, quelque part… Et toutes les pierres sont vendues. Exactement. Presque. Il n'y en a peut-être même pas assez, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais c'est un métier passionnant et j'invite à
Alors, moi, je vais remettre ton site sur... et puis, je te remercie parce que le moment était passionnant, mais avec plaisir. Tu es passionnant dans ce que tu dis et comment tu le vis. C'est ça surtout qui fait toute la différence. Eh bien, super. En tout cas, j'espère que ça donnera envie à des auditeurs de faire ce métier, de sauter le pas et puis de faire gémologue. Oui, c'est exactement. Pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent, alors pas obligé d'aller au Sri Lanka. S'il y a des personnes qui veulent simplement les cours de douane ou la négociation, c'est possible en France et ailleurs. Je donne des cours à travers le monde. Canada, je suis allé au Japon. Enfin voilà, c'est voilà. Donc il y a pas de souci. Et moi, je suis en France, donc c'est assez facile ici. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas forcément 10 jours à consacrer là-dessus peut le faire. Mais j'invite les gens qui ont du temps et qui veulent avoir une vision globale sur le marché des pierres à m'accompagner. Et là, c'est assez fantastique. Voilà. Ah, c'est une expérience. Exactement. À vivre, à faire et à avoir dans... Et puis c'est unique, vous ne voyez pas ça chez les tours opérateurs, donc c'est quelque chose de vraiment aujourd'hui et en très petit comité. Ouais, vous êtes dans des très beaux hôtels, type boutique hôtel, donc vraiment j'invite les gens à m'accompagner pour voir de leurs propres yeux. Et puis, Sûrement, et c'est très tentant. Ouais. Je me sens très tentée. Je ne sais pas comment je vais résister à la chose, mais je me sens très tentée. Merci beaucoup, Benoît. De rien, avec plaisir. De ce moment passé ensemble et de toutes ces informations, de ce voyage qu'on a fait. Moi, j'y étais. Alors, pour y être allée, j'y suis retournée. Et ce qui est surprenant, c'est que là, je trouve que ma curiosité a été réactivée. Bah oui. Donc ça, c'est super. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir, Anne.